Bonjour, je vais corriger l'exercice 10 du TD Chimie 1. Voici l'énoncé. On étudie une réaction en phase gazeuse et on fixe la pression totale. Donc c'est marqué ici, on travaille sous une pression de 1 bar. Vous avez certainement la réaction qui se fait avec l'oxygène de l'air. Ce qui explique, c'est marqué ici, qu'il y a du diazote, beaucoup de diazote présent. Donc en fait le diazote n'apparaît pas dans l'équation bilan, donc il est spectateur, mais il faudra en tenir compte dans les calculs. Alors on peut déjà commencer par écrire l'équation bilan, donc c'est SO2 plus 1 demi de O2, ça donne SO3. Et on a une constante K qui dépend de la température et on vous donne la dépendance avec la température. Je fais le tableau d'avancement. C'est ce qu'on peut faire au début d'un exercice de chimie. Voici, je travaille en quantité de matière, donc ça précisez-le. Je vais séparer les différentes entités. Voilà. Et là, vous avez l'état initial et l'état final. État initial, état final. Alors, on vous dit qu'on travaille avec un mélange gazeux. C'est marqué donc, pour les voilà, vous avez autant de SO2 que de dioxygène. Et donc, et on vous demande la température pour qu'il y ait 80% de SO2 qui finissent en SO3. Alors, comme on ne vous donne pas le volume de travail, finalement, on sait juste qu'il y a autant de SO2 que de dioxygène. Donc, ce que je vais faire, c'est choisir le volume, que je ne vais même pas calculer, pour que SO2 ce soit égal à 1. Une mole et ici une mole. J'aurais pu prendre petit n ici et petit n là. Pour faire simple, je prends 1 et 1. Il se trouve que le résultat ne dépend pas du tout de ce choix-là. Il est complètement arbitraire. J'aurais pu mettre 2 et 2 ou n et n avec n quelconque. Du moment que c'est la même chose là et là. Alors pourquoi c'est la même chose là et là? C'est marqué ici. La fraction molaire vous dit qu'il y a autant de SO2 que de dioxygène. Il n'y a pas de SO3 au début. Je complète le tableau d'avancement. Donc c'est 1 moins x, 1 moins 2x, 1 moins x sur 2, et puis x. Donc j'écris la loi d'action de masse. Forcément, à un moment ou à un autre, il faut l'écrire. Il y a peu d'exercices de chimie où on passe à travers ça. La constante d'équilibre, ça vaut quoi? Ça vaut l'activité de SO3, mais comme c'est une phase gazeuse, c'est sa pression partielle sur la pression de référence. Je divise par l'activité de SO2, c'est sa pression partielle sur la pression de référence. Et enfin, l'activité du dioxygène, même chose, pression partielle sur pression de référence, exposant 1 demi, il faut faire attention au coefficient stoichiométrique 1 demi. Et là, quand je suis à ce niveau-là, il faut que j'utilise une formule de cours. Il faut que j'écrive que on a affaire à un gaz parfait, donc j'assimile tous ces gaz à des gaz parfaits, et je sais qu'on fixe la pression totale. On travaille sous 1 bar. Donc il faut que j'utilise une formule qui fait intervenir la pression totale et aussi les quantités de matière. Et en fait, il n'y en a pas 36 dans le cours, c'est celle-là qu'il faut utiliser. Donc je l'écris pour SO3, c'est la fraction de molaire de SO3 fois la pression totale. Et la fraction molaire, comment est-ce qu'on l'obtient? Et bien je vais simplement regarder dans le tableau d'avancement, c'est X sur le nombre total de moles gazeuses. Donc c'est là qu'il y a un risque d'erreur.
parce qu'il va falloir tenir compte de la présence de diazote qui n'apparaît pas explicitement, enfin qui n'apparaît pas dans l'équation bilan. Donc le nombre total de moles gazeuses, déjà que je peux commencer à additionner toutes les moles qui sont ici, toutes les quantités de matière qui sont ici. 1 moins x, plus 1 moins x sur 2, plus x. Donc ça fait 1 moins x, plus 1 moins x sur 2, plus x. Et il faut que je rajoute le fait qu'il y ait du diazote. Donc là, il ne faut pas se tromper. Je vais comparer en fait les quantités de matière, enfin les fractions molaires de dioxygène et de diazote. Le dioxygène, on vous dit que c'est 0,1. Le diazote, on vous dit que c'est 0,8. Donc il y a 8 fois plus de diazote que d'oxygène. Et bien au départ, il y avait 1 mol de dioxygène. Ça veut dire qu'il y avait 8 mols de diazote qui sont spectateurs. Donc je fais plus 8. Finalement, le x de SO3, c'est x sur, je fais le calcul, ça fait 10 moins x sur 2, sauf erreur. Ce que j'ai fait avec P de SO3, je vais le faire avec SO2 et le dioxygène. Donc ça donne quoi? Donc P de SO3, ça fait x sur 10 moins x sur 2 fois la pression totale. Je fais la même chose avec SO2 et avec le dioxygène. Alors avec SO2, sauf erreur, on a 1 moins x sur. Alors le nombre de moles gazeuses totales, c'est toujours le même. Donc j'ai pas besoin de, là j'ai plus besoin de le recalculer. Et le dioxygène, c'est 1 moins x sur 2 sur 10 moins x sur 2. Alors une fois que j'ai fait tout ceci, je réinjecte dans l'équation, dans la loi d'action de masse, et ça donne ceci. Donc on réinjecte dans la loi d'action de masse. Donc on a ceci, K égale. Alors je vais prendre une nouvelle page, parce que je déborde. Donc K égale. Donc la pression partielle de SO3, on avait dit que c'était X sur 10 moins X sur 2. Pression totale sur P0. Donc ça fait beaucoup de fractions hein. C'est... Voilà. Ensuite j'ai la pression de SO2, donc c'était 1 moins X sur 10 moins X sur 2. Pression totale sur P0. Ensuite 1 moins X sur 2 sur 10 moins X sur 2. Pression totale sur P0. Donc là il y a des fractions de fractions de fractions, donc là il faut absolument simplifier. Sinon on risque de faire des erreurs tout simplement. Alors et j'oublie pas l'exposant 1,5. Alors ce que vous remarquez, c'est que dans les pressions totales, alors ça j'aurais pu le faire déjà avant, cela simplifie et ces deux-là se simplifient. Ce qui fait qu'il me reste P0 au numérateur exposant 1,5 et P total au dénominateur exposant 1,5. Le nombre de moles total, va aussi se simplifier. Donc voilà, oups, non, je suis trop fort. Le 10 moins x sur 2 et celui-là, il se simplifie. Quand vous faites cette simplification-là, si vous n'êtes pas à l'aise avec cette façon de faire, faites-le en plusieurs étapes. Hein. Occupez-vous d'abord du P0, après occupez-vous du P total, et faites-le petit à petit.
Et donc finalement il me reste x. Ici j'ai P0 exposant 1,5, j'ai P total exposant 1,5. Alors ça va simplifier parce que ça c'est un bar et ça aussi. J'ai x, j'ai 1 moins x qui reste au dénominateur. Au dénominateur j'ai 1 moins x sur 2 exposant 1,5. Et dans le 10 moins x sur 2 exposant 1,5, il va se retrouver au numérateur parce qu'il est au dénominateur du dénominateur. Donc ça fait 10 moins x sur 2 exposant 1,5. Donc on peut calculer cette valeur-là. Hein. Donc déjà, arriver là, c'est pas mal. Donc je le mets un peu en évidence, ce résultat. Et je fais l'application numérique. Et je trouve une valeur qui vaut 16. Alors comment est-ce que je fais l'application numérique? Donc d'après l'énoncé, x ça vaut 16. Donc d'après l'énoncé, pardon, j'ai dit une bêtise, x ça vaut pas 0,16, ça vaut 0,8, et donc on trouve une constante qui vaut 0,16, c'est marqué ici. Hein. Quelle doit être la température pour qu'il y ait 80% de SO2 transformé? 80% de SO2 transformé, ça veut dire qu'il reste 20% de SO2. Donc 1 moins x, ça vaut 0,2, donc x vaut 0,8. Et quand on fait donc l'application numérique, on trouve 16. Une fois qu'on connaît K, ben toujours d'après l'énoncé, K ça vaut aussi exponentielle de, alors là, il faut quand même regarder l'énoncé, 11 500 divisé par t moins 10,9. Exponentielle de 11 500 divisé par t moins 11,9. Et ça c'est égal à 16. Donc on peut en déduire la température. Ça vaut 11 500 divisé, alors je vous conseille de détailler un petit peu le calcul, c'est logarithme népérien de 16 plus 11,9. Dans ces étapes-là, là je l'ai fait d'un coup, faites quand même attention vous pouvez mettre 2-3 lignes de calcul. Il vaut mieux y aller un peu doucement, tranquillement, et pas faire d'erreur, que de faire le calcul de tête et puis de vous tromper finalement bêtement. Donc si on fait l'application numérique, voilà, donc j'ai fait, je trouve 784 Kelvin. Je vérifie juste quelque chose. Non, tout va bien. Donc voilà, j'ai la température. Donc ça répond à la question. J'encadre le résultat. Voilà. Donc c'est une température assez élevée, hein, 784 Kelvin, il faut pas mal chauffer votre réacteur pour l'atteindre. Dans la question suivante, on vous demande quel pourcentage on aurait eu si on avait fait le travail, la réaction à température ambiante, 300 Kelvin. Alors, question 2, donc température égale 300 Kelvin. Et je vais reprendre la relation qui est là. La relation qui est là. Et cette fois-ci, je vais calculer K. Donc je vais faire l'inverse en fait. Là, j'ai utilisé X pour calculer K. Là, je fais l'inverse. J'ai K et je vais calculer X. Donc on trouve K égale. Donc je vais faire l'application numérique. Voilà, j'ai fait l'application numérique. Je vérifie juste que la vidéo a reprise très bien.
Et on trouve une valeur de K qui est beaucoup plus grande, hein. On est à 3 fois 10 puissance 11, alors qu'à la température de 700, enfin celle-là, on est à haute température, on a une valeur beaucoup plus faible de la constante d'équilibre. Donc maintenant on va déterminer K. Donc, on cherche la valeur de X qui vérifie. K égale, alors c'était X facteur de 10 moins X sur 2 exposant un demi. La pression, je ne sais plus si c'était P0 au numérateur. 1,5, pression totale 1,5. Ici c'est 1 moins X. 1 moins X sur 2. Et pour résoudre cette équation qui est tout sauf simple, alors on pourrait s'arranger pour que ce soit un si on regarde, on obtiendrait un polynôme de degré au moins 3, enfin quelque chose qui n'est pas très sympathique. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais y aller à tâtons, c'est-à-dire que je vais essayer des valeurs de x, et puis jusqu'à ce que je trouve à peu près 3 fois 10 puissance 11. Donc je vais faire un petit tableau, je mets x ici, donc recherche à tâtons. Je fais un petit tableau où j'essaye des valeurs de x et je calcule la valeur de k que je trouve. Donc je vais faire quelques applications numériques. Voilà, donc j'ai calculé quelques valeurs de k. Donc pour 0,8, je connais déjà la valeur, ça vaut 16. Ensuite, j'ai calculé également pour 0,9 et pour 0,99. Donc pour 0,9, je trouve 37 à peu près. Pour 0,99, je ne mets pas les chiffres après la virgule. Je trouve 4352. Et donc, je vais arrêter le calcul parce que je me rends bien compte que x, en fait, il ne doit pas être plus grand que 1, parce que sinon j'ai des quantités de matière négatives, et que là, je m'approche vraiment de la valeur de... non, je me suis trompé, excusez-moi, c'est 429. Bon, c'est pas très important, mais là, je trouve 429. Et quand je prends 0,999, donc c'est-à-dire c'est quasiment la réaction totale, hein. Il reste un millième des réactifs. Je trouve 4352, donc je suis encore très très loin de la valeur de K. Ça veut dire qu'il faudrait que je prenne x égale 0,999 avec plein de 9 derrière pour espérer arriver à une valeur aussi gigantesque que 3 à 10 puissance 11. Donc conclusion, la réaction est totale. La réaction... Alors je n'ai pas écrit total, même si il ne doit pas rester beaucoup de réactifs. Et quantitative, j'utilise ce mot-là, quantitative. Réaction totale, c'est un terme que vous utilisiez l'an passé, en terminale. Cette année, on dit quantitative. Et donc, la réaction à température ambiante est cette fois-ci quantitative. Et la dernière question, c'est pourquoi ne réalise-t-on pas la synthèse à 300 Kelvin? Donc ça doit être je pense, des raisons de sécurité. C'est... D'un côté, non, très honnêtement, je vois pas trop l'intérêt. Parce que à 300 Kelvin, la réaction se fait en totalité. Donc si vous voulez produire SO3, a priori, il vaudrait mieux travailler à cette température. Donc, et puis chauffer des espèces gazeuses comme ça à des températures aussi élevées. Hein. Je vous rappelle qu'on avait trouvé une température de presque 800 Kelvin. Donc c'est vraiment élevé. Donc très honnêtement, je vois pas
pourquoi la synthèse n'est pas réalisée à 300 Kelvin. Je vais essayer de trouver la réponse, mais je n'ai pas de réponse maintenant à vous donner. Donc après des petites recherches, donc j'ai une explication possible. En fait, la réaction, elle est intéressante dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'on part de... c'est intéressant d'avoir du dioxyde de soufre, puisque ça, c'est un précurseur pour la synthèse de d'autres produits chimiques. Et donc, si vous êtes à température ambiante, en fait, le SO3, il reste SO3. Et si vous voulez du SO2, il faut chauffer. Il faut tout simplement chauffer, et pas mal chauffer pour ne serait-ce qu'en avoir 20% à l'équilibre à peu près 800 Kelvin. Donc c'est pour ça que la réaction est faite à haute température. Donc on peut écrire pour avoir une part significative de SO2, le SO2, il faut chauffer pour déplacer l'équilibre dans le sens indirect. Il faut chauffer pour déplacer l'équilibre dans le sens indirect. L'équilibre dans le sens indirect. Voilà pour cet exercice.